Rencontrer un parfait inconnu dans l'univers où on est en ce moment, c'est de plus en plus difficile. Il faut aussi se rappeler que le but de réseautage, c'est aussi de créer des relations qui vont pouvoir nous servir plus tard et non, ils vont pas servir right away. De toujours ramener le message à comment valoriser la personne devant toi. Et ça, c'est un superpower des femmes. Les femmes ont une propension naturelle à faire ça, à faire sentir les gens importants autour d'elles. Il faut pratiquer puis il faut passer à travers le sentiment d'imposteur puis le sentiment qu'on n'a pas d'affaires. Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Donc, Anne-Marie Fecteau et Amanda Bertrand, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur Ambitionnelle. Merci d'avoir invité. Et ça me fait plaisir. Donc, pour commencer, en fait, est-ce que vous aimeriez me parler un petit peu de votre parcours, d'où est-ce que vous partez, puis comment est-ce que vous avez joint, en fait, la Jeune Chambre de commerce des femmes du Québec? Est-ce que tu veux que je commence? Oui, vas-y, commence. Parfait. Donc, de mon côté, ça fait 4 ans que je suis dans cette belle communauté-là et c'est vraiment une histoire d'amour avec la communauté en tant que telle, les femmes qui la composent, qui a fait en sorte que, au fil du temps, j'ai voulu, d'année en année, continuer de m'impliquer. La première fois, l'histoire est quand même une belle histoire, je trouve. J'avais cherché une communauté complémentaire aux communautés à laquelle j'étais déjà une partie prenante. Je voulais une communauté différente. Donc, j'ai commencé à regarder s'il y avait des offres de CA, s'il y avait des offres de bénévolat. Puis je suis tombée sur une offre de bénévolat de la JCCFQ. Donc, j'ai appliqué. Puis, ça a été très long avant que j'aie une réponse. Je l'ai même un peu mal pris au début, je dois dire. Je me disais, OK, tu sais, mon CV était peut-être pas si intéressant. Mais au final, j'ai appris qu'ils étaient dans une grosse restructuration à ce moment-là. Et ils m'ont appelé 1 an plus tard. Puis, à ce moment-là, j'étais enceinte de 7 mois. Et donc, quand je l'ai dit, je suis super contente que vous me rappelez, ça m'intéresse encore, mais j'espère que ça ne dérange pas, je vais accoucher dans 2 mois. Puis la personne qui m'a passé en entrevue à ce moment-là était comme, ben là, peut-être que tu veux prendre un congé, tu sais, on peut se reparler plus tard. Je suis comme, non, moi, ça va être un beau projet de grossesse. Donc, j'ai commencé à m'impliquer bénévole directement après avoir accouché. C'était comme mon projet de grossesse. J'ai commencé à venir aux événements, ça me faisait le côté social que j'avais peur de perdre durant mon congé. Puis ça a vraiment fait en sorte que j'ai rencontré des gens formidables. Donc, j'ai commencé bénévole la première année au niveau des événements. Déjà la 2e année, je suis montée administratrice au CA pour le comité événements. J'ai fait ça pendant 2 ans. Puis après, la présidente sortante me dit, je sors, on se cherche une remplaçante, tout ça. Là, l'idée a fait son bout de chemin dans ma tête. Puis je me suis dit, OK, si j'ai les bonnes personnes autour de moi, je me présente. Puis je vais tenter la chance pour la présidence. Puis à ce moment-là, on était dans un turning point au niveau de la chambre à se dire comment on allait poursuivre pour les prochaines années, quelle structure on allait mettre en place. Puis on a fait beaucoup de power moves. On reviendra à ça peut-être un peu plus tard. Puis je me suis entourée de personnes formidables, de femmes formidables. Puis c'est ce qui a fait en sorte que j'ai dit, OK, go, on le fait. Je suis présidente. Donc là, ça fait la 2e année, qui est aussi ma dernière année dans mon mandat de présidence. Donc voilà. C'est pour ma part, c'est la petite histoire. J'adore. Puis comment, on va revenir à Amanda dans un moment, mais comment est-ce que tu te sens terminer ce chapitre-là? Parce que moi, je me rappelle quand j'étais au HEC, j'avais fait mon affaire, puis j'avais été présidente aussi dans ma dernière année. Puis quand c'était fini, on dirait que comme j'ai laissé une petite partie de moi dans ce comité-là. Donc toi, comment tu te sens? Je suis dans le déni là, pour l'instant. Je vois pas vraiment la fin parce que je vois surtout ce que je veux mettre en place avec l'équipe. Ouais. Puis tu sais, on a vraiment visé grand pour ces 2 années-là. Donc, j'essaie de vraiment focuser sur la livraison des objectifs en premier. Puis, je dirais que c'est sûr que ça va être un autre projet qui va s'en suivre. Je ne crois pas vraiment qu'il va y avoir une accalmie entre. Et j'espère pouvoir contribuer encore d'une autre façon, peut-être, à soutenir la communauté à travers la prochaine personne qui va prendre le rôle. Bien, je suis certaine qu'il y a probablement quelque chose qui s'en vient pour toi parce que tu n'arrêtes pas. Et pour toi, Amanda, c'est quoi ton parcours puis comment est-ce que tu t'es joint à la GCCFQ, justement? Oui, mais c'est drôle, comme on parlait avant qu'on enregistre, moi et Anne-Marie, on a comme nos parcours sont croisés, mais on se connaît de l'université. Moi, quand j'ai connu, je ne me rappelle pas vraiment comment j'ai connu la Jeune Chambre, je pense que c'est comme
Instagram, Internet. Il y avait un événement de jeunes femmes entrepreneurs, puis j'avais traîné ma soeur avec moi. J'étais comme, viens-t'en, on s'en va à un événement parce que mon amie Anne-Marie est enceinte. Fait que, tu sais, j'ai pas posé la question de savoir si elle voulait venir à un événement avec moi, tu sais. Fait que là, c'est ça. Moi, j'ai vu l'événement de la Jeune Chambre, leur événement de lancement, puis j'ai été avec ma soeur, puis là, j'arrive, puis je suis comme, ah! Mon amie Anne-Marie, qui vient d'accoucher, est présente. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai connu la Jeune Chambre. Puis c'était une super belle soirée aussi, tu sais, cette soirée-là. Là. C'était vraiment le fun. C'était comme un lancement. Puis la dynamique était là. Il y avait Marie-Hélène qui était la présidente à ce moment-là, qui était super invitante. Puis c'était vraiment comme une belle ambiance de, tu sais, on dit souvent avec la Jeune Chambre de sororité, tu sais, de connexion de femmes. Puis moi aussi, j'avais envoyé comme, tu sais, je pense qu'il y avait fait un appel à bénévoles. J'avais envoyé mon nom à ce moment-là. Moi, puis j'avais pas de réponse sur le coup. Mais après la soirée, je pense que j'avais comme eu des réponses. Puis finalement, je me suis impliquée au niveau des membres. Fait que j'étais bénévole de membre pendant quelques mois. Puis après, il y a eu comme un changement. Puis j'étais au conseil d'administration pour les membres. Continué 1 an, je pense, 1 an et demi. Après, on a fait une restructuration. C'est là que j'étais plus... on a créé un nouveau comité qui est au contenu de programmation, qui est plus au la programmation de nos événements avec comme tout notre contenu qui est sur le web. Puis par la suite, en mai, juin dernier, ben j'ai pris le poste de vice-présidente pour cette année. Fait que c'est tout un parcours là, depuis 4 ans que les deux on est là, mais c'est vraiment le fun. Puis notre mission est tellement importante. Les connexions qu'on fait, l'équipe qu'on a, les gens avec qui on travaille, on est tous bénévoles, fait qu'on fait tout ça de côté avec on est tous les mêmes types de personnes qui ont énormément d'implications, qui ont des postes super importants. Fait que c'est juste super beau à voir comment on est toutes motivées, toutes ambitieuses, puis comment on travaille toutes ensemble. C'est super le fun. Oui, puis je pense qu'il y a aussi le fait que, comme c'est un projet de passion, tu sais, il y a personne qui le fait parce que tu as nécessairement quelque chose à gagner en arrière. Tu es vraiment là parce que tu crois en la mission, tu crois en projet, tu es passionné. Puis c'est ça qui fait la différence au final entre les gens qui continuent là-dedans, puis ceux qui vont dropper, mettons, après, je sais pas, quelques mois, tu sais. Donc, le fait que vous êtes là depuis 4 ans, c'est vraiment, vraiment impressionnant comme parcours. Puis, Amanda, tu viens de toucher par rapport à la mission de la Jeune Chambre des femmes du Québec. Jeune Chambre de commerce des femmes du Québec, parlez-moi. Est-ce que vous voulez nous en dire plus, puis qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce que ça représente pour vous? Là, ça va être de voir qui parle en premier. Je peux y aller. Notre mission, c'est vraiment de développer autant personnellement que professionnellement les femmes dans leur niveau de vie pour qu'elles s'élèvent et qu'elles prennent de plus en plus la place qui leur est due. C'est certain que la plupart des chambres de commerce vont focusser sur les entrepreneurs, les gens qui ont des business. Ils vont parler beaucoup de thématiques liées justement à l'univers du travail, l'univers professionnel. Nous, on se distingue parce que nos thématiques vont beaucoup toucher aussi la vie personnelle qui, chez les femmes spécialement, est souvent indissociable avec le succès professionnel aussi. Donc, pour nous, c'est vraiment important de toucher les deux aspects. Puis, on a plus de 50% de nos membres qui ne sont pas des entrepreneurs, mais qui sont des femmes qui ont peut-être un côté intrapreneurial, qui ont des responsabilités de direction dans leurs entreprises ou simplement juste envie de se propulser avec un réseau fort dans leur vie personnelle et professionnelle. Amanda, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Oui, bien, exactement. Tu sais, puis le but cette année aussi, ça a été beaucoup de créer des lieux de rencontre, créer des moments où on peut se rassembler, parler de nos problématiques parce que pour aider au développement professionnel des femmes, mais ça vient beaucoup de nous aussi, ça vient beaucoup de s'encourager, de se donner des opportunités. Fait que ça revient un peu à ça, la Jeune Chambre, c'est une création d'opportunités, une création de lieux de rencontre, une création de empowerment, c'est le mot en anglais qu'on peut parler, mais ça revient un peu à ça, là, à s'entraider entre nous aussi. Je pense aussi, plus tu grandis en tant qu'adulte, j'entends beaucoup, beaucoup de femmes et de personnes dire que c'est extrêmemment plus difficile de trouver des nouvelles amitiés, des nouveaux contacts, plus tu grandis. Parce que oui, tu es au travail, oui, tu es dans un milieu où est-ce que tu rencontres des gens, mais tu choisis pas nécessairement de qui tu t'entoures. Puis ça fait en sorte que des fois, c'est compliqué de connecter avec des personnes. Donc, sans ces lieux de rencontre qui permettent de rencontrer des gens justement qui sont dans les mêmes milieux, qui ont les mêmes passions, qui ont les mêmes intérêts, ben c'est génial en tant que tel. Puis je pense que, comme Anne-Marie, tu l'as dit, ce que vous offrez aussi comme événement, c'est extrêmement différent de classiques workshops que tu apprends vraiment des hands-on skills. Parce que moi, je me souviens, il y avait un événement justement sur le cycle menstruel et les hormones féminines
Et c'était génial comme événement. Je me souviens, tout le monde avait adoré. Puis c'est rare qu'on en parle aussi en tant que femme, puis ça influence tellement notre vie de toutes les manières possibles. Absolument. Je veux dire, ton travail, ta vie personnelle et tout ça. Mais on n'en parle pas au travail. C'est rare qu'on va aller en parler avec ses amis. Donc, le fait d'avoir ces opportunités-là, d'en parler, puis de rencontrer des personnes aussi par la suite qui vont te donner leurs expériences, donner leur opinion, c'est vraiment enrichissant. Donc, oui, bien c'est ça, avec la jeune chambre, on se donne un peu la liberté d'aller dans tous les côtés. Parce qu'on est une jeune chambre, puis après, on est des femmes vraiment dynamiques, modernes, tu sais. Donc, on se donne la liberté d'aller vers les hormones, les finances personnelles, d'aller dans des sujets que des chambres plus traditionnelles, mettons, ils n'iraient pas dans ces sujets-là. Puis nous, on veut vraiment être d'actualité, puis d'être au moment présent de comme qu'est-ce que la femme moderne qu'on a besoin, on a besoin. Oui, puis je vais peut-être rebondir là-dessus juste pour statuer le comment la Chambre est née. Les fondatrices de la Chambre, en 2018, voulaient créer un espace, un lieu de rencontre qui leur ressemblait plus que ce que le marché offrait en ce moment. Donc, on a toujours gardé ça très, très ancré dans la mission. On veut être un lieu non conventionnel de rencontre, mais qui aborde des thématiques sans tabou, des thématiques modernes et qui, justement, n'a pas de limite par rapport à ces thématiques-là pour aller susciter des discussions qui sont importantes et différentes. Fait que ça, on l'a gardé à travers le temps, puis ça fait vraiment partie de l'essence de la raison d'être de la Chambre. Puis justement, on s'entend, là, on parle de connexion, de réseau. Il y a un événement qui s'en vient le 12 novembre de réseautage avec la Jeune Chambre. Est-ce que vous voulez nous parler un peu plus de l'événement? Qu'est-ce qui vous a donné cette idée et pourquoi est-ce que c'est important de faire ça? Parfait. Je vais te laisser commencer. Oui. L'idée du réseautage, c'est quelque chose qui a sorti beaucoup chez nos membres dans les dernières années. C'était ça numéro 1. Là, dans qu'est-ce qu'on veut parler, c'est quoi les thématiques, c'est réseautage, comment se créer son réseau, avoir des mentors. C'est vraiment comme un des numéros 1 dans nos sondages qui sont sortis. Puis dans l'idée de toujours réinventer un peu nos événements puis de faire des choses qui sont moins traditionnelles, bien, on voulait voir comment on peut faire. Ultimement, toutes nos activités sont un peu de réseautage. Là. Dans toutes nos activités, on fait du réseautage, mais comment on peut aider les femmes, justement, à être confortables dans des milieux de réseautage, à prendre leur place. Donc, c'est venu cette idée-là de faire un événement avec Joëlle Saraï, qui est une coach puis créatrice d'expérience, qui va venir à notre événement pour vraiment donner des exemples concrets. Là. C'est comme qu'est-ce qu'on fait quand on est vraiment gêné, on va dans une salle avec plein de monde qu'on connaît pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les conseils qu'on peut avoir? Comment on peut se présenter? Comment on peut être à l'écoute aussi? Comment on peut créer ces connexions-là, ces liens-là qu'on va pouvoir pas juste parler pendant la soirée puis dire « OK, bonjour, merci, OK, bye. » Je vais me cacher en dessous d'une table, j'ai parlé à une personne, oh my God, j'ai pas ventile. Mais qu'on puisse faire comme « OK, ben, on revient à la maison pour être comme « Hey, j'ai parlé à une personne puis je pense que je vais pouvoir continuer à y parler. Comment faire vivre ce réseautage-là en dehors de seulement une soirée, puis comment gagner en confiance, quoi dire, comment se présenter, tout ça. C'est vraiment un peu cette soirée-là qu'on va faire ça, puis on met en application immédiatement qu'est-ce qu'elle va dire. Donc, on fait un conseil, on met en application, puis après, on part avec un défi de, bien, vous devez rester en contact avec une personne de cette soirée-là. Puis c'est ça le but de la Jeune Chambre, c'est qu'on veut que les gens puissent se connecter puis rester connectés ensemble, idéalement. Puis quelque chose qu'Amanda a dit qui est très, très important dans la programmation cette année, c'est vraiment d'aller tester les formules qu'on met de l'avant avec nos experts. Donc, dans cet exemple précis-là, bien, Joëlle va vraiment donner des techniques, des bonnes pratiques, une façon d'avoir une écoute active parce que l'écoute est extrêmement importante quand on est en mode réseautage. Donc, ça va être de vraiment le mettre en pratique directement après qui va être intéressant. Puis ça va être comme ça pour toutes nos thématiques durant l'année. C'est quelque chose qu'on essaie cette année d'avoir vraiment le côté on met en pratique directement après. Puis j'imagine que c'est pour ça que vous avez choisi ça comme premier événement pour pouvoir lancer la balle, puis ensuite que tout le monde puisse réappliquer ça à peu près dans les autres événements. Oui, puis aussi parce qu'on est une communauté à la JCCFQ, puis c'est la force de notre réseau. C'est vraiment le fait que la communauté, elle est active et engagée. Donc, de partir en renforçant cette communauté-là par des liens, par des discussions, en leur donnant toute la place, c'était vraiment un choix stratégique parce qu'on veut que cette année, la communauté grandisse encore plus. On veut qu'il y ait un pendant virtuel à la communauté. Donc, on a des grands projets en lien avec ça. Donc, ça faisait tout son sens de pouvoir partir, lancer la saison sur une thématique de réseautage. C'est sûr. Puis en ce moment, la Jeune Chambre a combien de membres actifs?
C'est 525, si je ne me trompe pas. C'est pas un énorme nombre de membres, mais on fait vraiment le choix vraiment réfléchi de ne pas nécessairement aller miser sur aller chercher le plus de membres possible, mais plutôt miser sur ajouter de la valeur à la communauté, ajouter de la valeur à être membre et éventuellement aussi, on veut développer des régions, donc parce qu'on est JCCFQ, donc dans le Québec, et principalement en ce moment, nos activités sont dans la grande région de Montréal. Donc, on est super conscient de ça. On veut développer le pendant virtuel de notre offre. On veut développer une région en pilote cette année pour qu'éventuellement la prochaine présidence puisse continuer à faire des ramifications de la GCCFQ un peu partout. Cool. Puis j'imagine que dans le fond, ouais, là, c'est sûr que les événements sont plus concentrés à Montréal. Mais Amanda, tu as amené un point intéressant il y a récemment. Puis c'était le fait que lorsque tu rentres dans un événement de réseautage, c'est souvent extrêmement malaisant d'aller vers des gens que tu connais pas. Je me souviens, je pense que j'étais à un événement de la JCCM, donc la Jeune Chambre de commerce de Montréal, et j'étais toute seule à cet événement. Je ne connaissais absolument personne et je me souviens de devoir rentrer dans des petits groupes de personnes et dire « Ah, bonjour, mon nom c'est Juliette, je suis avec telle entreprise. Est-ce que je peux me joindre à votre conversation? Et là, tu te sens toujours un peu comme une outsider, pardonnez l'anglicisme, mais... Puis après ça, bon, OK, les connexions que je me suis fait là-bas, c'était pas optimisé exactement parce qu'il y avait tellement de gens différents puis c'est pas nécessairement des gens à qui j'ai connecté. Mais est-ce que vous avez déjà eu ce genre de situation que vous vous sentiez vraiment pas à votre place? Puis est-ce que vous avez fait quelque chose pour justement changer la donne ou bien aller voir le plus de personnes possible? Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi? Moi, tout le temps. Hier, en fait. Hier, on était dans un réseautage justement pour le sommet de l'entrepreneuriat au féminin. C'est des choses qui arrivent tout le temps et je crois qu'il y a une part de responsabilité aussi de l'organisateur parce que les contextes de connexion sont importants. De plus en plus, déplacer des gens, c'est compliqué. On peut se connecter sur LinkedIn assez rapidement avec qui on veut. Donc, l'idée, c'est vraiment, comme organisateur, comme organisation, d'offrir un contexte favorable et peut-être des brises-glaces sur les tables, des éléments qui vont faire en sorte qu'on crée des moments où la connexion est un peu plus facile. On veut éviter ces moments-là où c'est littéralement tout le monde avec un petit verre puis une bouchée à l'ail qui se promène puis qui essaie de trouver la façon de rentrer dans les petits cercles. Mais évidemment, ça arrive encore. Puis quand ça nous arrive, je pense, on est rendu des bonnes complices de réseautage, mais c'est une bonne façon d'aller justement dire, de te présenter, de t'introduire dans un groupe, mais rapidement, il faut que tu comprennes les dynamiques sociales puis comment naviguer à travers ça. Puis c'est de la pratique aussi. Honnêtement, c'est vraiment de la pratique que la personne que je suis en ce moment, il y a 10 ans, mettons qu'on faisait de réseautage à l'université, mais c'est totalement différent. Là. Il y a 10 ans, je me cachais en dessous d'une table. J'allais la chercher. Ouais, non, mais c'est ça. On se cache dans les verres, puis on se cache, je sais pas. On a fait un post Facebook, notre analyste aujourd'hui, puis c'était marqué quand on est sur notre cellulaire, on fait semblant d'écrire un méga texto. On est vraiment dans l'urgence parce qu'on veut se cacher, puis tout ça. Mais ça, au fur et à mesure qu'on fait des soirées réseautage, puis qu'on y va. Puis le pire, c'est que c'est vraiment important d'y aller tout seul, parce qu'on va se cacher avec notre ami si on est à deux, ou à moins qu'on soit rendu à l'aise, puis qu'on fasse une équipe. Mais quand on commence, il faut qu'on y aille tout ça, puis il faut qu'on passe à travers ce malaise d'être en trois, puis là, que les deux se parlent, puis là, que nous, on est à côté, puis que c'est vraiment malaisant parce qu'on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire. Il faut passer à travers ce malaise-là. Il faut passer à travers le malaise, puis essayer maximum de rentrer dans cette conversation-là. Puis à force d'essayer, ben on va trouver plus facilement des petites phrases pour dire genre, ah oui, est-ce que c'est la première fois ce soir? Est-ce que c'est... Tu sais, on va être plus capable, comme dans tout, le pratiquer, ça rend parfait. Donc, il faut pratiquer, puis il faut passer à travers le sentiment d'imposteur, puis le sentiment qu'on n'a pas d'affaires. J'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est maintenant qu'on donne des trucs, mais un truc que j'ai développé au fil du temps, c'est vraiment d'observer énormément les gens, l'environnement. Puis si tu es capable de trouver un élément, un point commun avec une personne, vous avez la même marque de chaussures, vous avez la même marque de sac à main, d'observer puis d'engager le sujet sur un élément que vous avez en commun. C'est de plus en plus facile, en plus, avec les médias sociaux en ce moment, avec l'univers dans lequel on est. C'est quand même spécial, mais j'entendais dernièrement que rencontrer un parfait inconnu dans l'univers où on est en ce moment, c'est de plus en plus difficile parce qu'on a énormément d'informations
au bout de nos doigts sur tout le monde. Donc, si on s'en va dans un réseautage, on a souvent la liste des gens qui vont être présents. Si c'est un Eventbrite, tu peux voir qui va participer, tu peux voir les gens que tu vas connaître. Puis là, c'est d'essayer d'aller contre ton réflexe, d'aller voir directement les gens que tu connais, mais d'aller essayer de voir, y a-t-il certaines de ces personnes-là que je peux suivre avant de me rendre à l'événement? Puis peut-être parler de quelque chose qu'ils ont posté récemment. C'est du data qu'on n'avait pas il y a quelques années et qui font une énorme différence de nos jours. Une des premières choses qu'on observait hier dans le réseautage, c'est que dès qu'on donnait notre nom à la personne, elle allait sur LinkedIn, elle nous ajoutait, puis elle avait accès à plein d'autres informations après pour poursuivre la conversation. Donc, c'est quand même une ère intéressante pour se connecter. Absolument. Puis toi, Amanda, est-ce que tu as aussi un truc? Parce que, admettons, c'est plus rentrer dans la conversation. Comme Marie disait, oui, trouver un point commun, c'est bien, mais tu sais, au-delà de ça, comment est-ce qu'on continue à trouver des sujets de conversation? Puis comment est-ce qu'on passe par-dessus cette peur initiale de juste aller vers l'autre? Bien, à part d'aller avec les phrases classiques, là, est-ce que c'est la première fois à cet événement-là? Qu'est-ce que vous faites et tout? Moi, j'y vais tout le temps avec l'humour, là. C'est un peu mon defense mechanism aussi, là. C'est que je suis arrivée avec une joke ou, c'est surtout comme d'observer les gens, mais aussi de prendre conscience c'est quoi l'événement dans lequel on est. Tu sais, hier, on était pour les femmes entrepreneurs, bien, d'y aller avec un sujet de la soirée. Tu sais, est-ce que vous avez vu cette conférence? Ça, c'était vraiment intéressant, qu'est-ce qu'elle a dit, puis prendre une phrase qui a été dite, puis dire, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donc, vraiment aussi, non seulement faire des connexions avec la personne, mais aussi de parler de l'événement. Tu sais, c'est tout le temps un petit icebreaker, puis après, on essaie de la conversation flow. Puis après, quand la conversation, elle marche pas, mais on peut être à l'aise de dire « merci beaucoup, en tout cas, on se connectera sur LinkedIn », puis de passer à autre chose, au lieu de rester dans son malaise pendant une éternité, là. Être à l'aise de dire « OK, ben j'ai essayé cette personne-là, ça n'a pas marché, on va réessayer ». Puis pas faire « Ah, ça n'a pas marché, je rentre chez moi », mais qu'on va réessayer quelqu'un d'autre parce que ça se peut que cette connexion-là ne fonctionne pas, mais que l'autre connexion, elle fonctionne. T'sais, donc, c'est vraiment essayer, puis pas avoir peur. C'est la vie, de ne pas avoir peur d'échouer, puis de ne pas faire une bonne connexion. Donc, j'ai dit plein de choses, plein de conseils en une fois, mais c'est ça. J'adore, c'est parfait en tant que tel. C'est tous des excellents conseils. Mais il y a une chose que j'aimerais aborder justement parce que on parle beaucoup d'aller vers les gens qui nous ressemblent en tant que tels. Et je pense d'un autre côté aussi que la force d'un réseau et d'une communauté vient du fait que les gens sont tous différents puis amènent tous une certaine valeur. Et c'est l'un des biais humains que d'aller vers les gens qui nous ressemblent de base parce que c'est hyper facile puis on trouve déjà des points communs. Mais est-ce que vous diriez que c'est tout aussi important d'aller aussi vers des personnes qui nous ressemblent peut-être moins? Puis c'est peut-être plus difficile de connecter, mais qui peut aussi amener une certaine richesse dans les connexions qu'on se fait? Mais absolument, parce qu'on apprend énormément des gens qui sont différents de nous. Je pense que à un événement, entre autres, qu'on avait fait il y a quelques années, c'était un événement dans lequel on demandait à nos participantes de faire le test des couleurs, donc le test de personnalité des couleurs. Puis, c'était un réseautage aussi, mais déguisé sous un concept différent. Quand tu arrivais à l'événement, tu mettais ton bracelet de couleur selon ta couleur à toi. Tu commençais la discussion dans ton cercle de couleurs, puis après, il fallait que tu ailles vers une couleur qui te challenge. Donc, ça donnait un contexte créatif pour créer ce dont tu parles parce que il faut absolument que tu connectes avec des gens qui sont différents de toi pour être capable d'apporter de la richesse à ton réseau, mais aussi d'apporter de la profondeur à ta compréhension des autres qui t'entourent, qui font en sorte que tu deviens plus habile socialement, ce qui est extrêmement important dans le succès professionnel. C'est un élément qu'on parle moins, mais le soft skills de comprendre les espaces sociaux puis de faire sa place dans n'importe quel contexte social est extrêmement important. Puis pour ça, il faut que tu sois capable de comprendre d'une personnalité qui est diamétralement opposée à la tienne, c'est quoi les cues de désintérêt, c'est quoi qui captive cette personne-là. Puis des fois, même si c'est pas ta passion, parler d'une passion avec une personne, de ce que la personne fait dernièrement qui la motive, qui la passionne, ça peut être tout aussi intéressant, même si vous êtes deux personnalités différentes, parce que quand quelqu'un parle de sa passion, ben il y a quelque chose qui s'anime. Il y a une énergie qui est là. C'est vrai, ça. C'est vrai que quand on arrive à trouver c'est quoi la passion, qu'on parle surtout, tu sais, on est des femmes entrepreneurs, donc quand quelqu'un parle de son entreprise, parle de son travail, c'est sûr que là, c'est toujours des points à développer pour créer des conversations aussi. De sa famille, ses enfants aussi. Ah oui. Ça, j'ai découvert ça avec la maternité. Il n'y a pas une sororité qui est plus forte que la maternité. Ça transcende tous les frontières que tu pourrais avoir avec des types de personnes qui sont moins
qui sont peut-être un peu moins proches de toi, quand tu viens à parler de la famille, souvent, ça fait en sorte qu'il y a quelque chose de plus fort. Ben c'est sûr. Puis je pense que c'est un thème universel que, oui, tu peux être mère, tu peux avoir des enfants, mais au-delà de ça, je veux dire, tes frères, tes sœurs, tes parents, tes grands-parents, dès que ça touche la famille, puis ça peut être direct et indirect, parce que des fois, il y a des personnes qui sont pas du tout proches de leur famille, mais que leurs amis, c'est l'équivalent de ta sœur ou ton frère. Puis je veux dire, je pense qu'au final, c'est... Bon, ça sonne cringy, là, mais comme l'amour des gens qui fait en sorte qu'on peut connecter tous ensemble aussi. Puis je pense qu'un des éléments que tu as abordé aussi, de poser des questions par rapport aux autres personnes, par rapport à leur passion, je pense que de mon côté, la compétence numéro 1 lorsque tu réseautes, c'est la curiosité, je pense. Parce que du moment où tu es capable de poser des questions à l'autre, puis de t'intéresser réellement, parce qu'il y a une différence entre aussi des questions que tu poses par automatisme et des questions par intérêt réel envers l'autre. Je pense que les gens peuvent le savoir aussi. Mais encore là, poser les bonnes questions, c'est un art. Comment est-ce qu'on pose des bonnes questions dans un événement de réseautage, selon vous? Moi, je pense qu'il faut que tu aies fait tes devoirs avant un petit peu, puis il faut que tu analyses et que tu écoutes pour vrai. Pas écouter pour répondre, mais écouter pour comprendre ce que la personne dit. C'est là que tu vas arriver avec des questions qui font du sens. Puis, évidemment, je pense aussi comprendre les cues non-verbales. Il y a énormément de réseautage qui est malaisant à cause du fait qu'on lit tous les cues non-verbales de la personne en face de nous, mais on réagit pas nécessairement pour la rendre plus à l'aise. On sait pas comment la rendre plus à l'aise, mais je pense que tout ça ensemble fait en sorte que ça devient plus facile. Mais ça peut être difficile, c'est ça qui est compliqué des fois, c'est que lire les gens, puis bien comprendre un peu leur non-verbal, puis voir comment ils réagissent à une conversation, c'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui développe ça. C'est sûr que ça se développe sûrement avec beaucoup de pratique. Mais pour trouver des bonnes questions, c'est vraiment, selon moi, demander. Honnêtement, c'est de demander des questions, puis voir comment il réagit, puis voir comment la conversation est floue, puis après faire des sous-questions. Puis des questions ouvertes. Ouais. Oui. C'est vraiment important. Là, on l'apprend très tôt là, au secondaire, je pense. Mais des questions ouvertes, ça va vous donner plus de chance. Essayez de vous en aller le plus loin possible des questions de qu'est-ce que tu fais dans la vie. Parce que ici, puis ça, c'est vraiment propre à l'Amérique du Nord. Moi, j'ai vécu ailleurs, puis je le voyais beaucoup moins. Mais ici, on se définit énormément par ce qu'on fait dans la vie comme travail. Mais en fait, c'est vraiment plus riche d'aller plus loin que ça. Puis on le voit dans la chambre, on le voit dans les thématiques qu'on aborde, d'essayer de trouver qu'est-ce qui te motive en ce moment, c'est quoi ta passion, est-ce que tu fais du sport, as-tu un objectif dans les prochains mois, que ce soit sportif ou peu importe. Puis avec les réseaux sociaux, encore une fois, on voit beaucoup de ces choses-là. Ça peut être par rapport à l'organisation que la personne allait, sans parler de son travail directement. Faut aller être curieux, mais créatif aussi, puis c'est ça qui font des bonnes questions réellement, j'ai l'impression. Puis on parlait... Excuse-moi, Amanda, t'allais dire? Non, mais en fait, ça me faisait réfléchir à quelque chose. J'ai pas l'impression aussi que quand on va en réseautage, on y va tellement avec un but. Tu sais, par exemple, les gens, on cherche un emploi, on va à un réseautage, puis on dit « Moi, je sors de là avec une offre d'emploi. » Mais dans la réalité, les gens qui sont là, ils vont pas te donner une offre d'emploi right away. Tu sais, hier, à notre soirée, qu'est-ce que quelqu'un avait dit? C'est que là, c'est pas plus par rapport à des partenaires, mais je pense que ça marche aussi pour des réseautages, c'est que il faut qu'on crée une relation avec la personne. Puis c'est pour ça que quand on va au réseautage, parler de la nuit, le beau temps, puis parler des passions, puis parler de la famille, même si on ne parle pas d'emploi, l'idée, c'est de créer une relation, créer quelque chose en commun pour que cette relation se développe, puis qu'à un moment donné, quand on a besoin d'un emploi, bien là, on peut faire comme « Hey, mon ami, comment ça va? As-tu un emploi pour moi? » Donc, il faut aussi se rappeler que le but de réseautage, des soirées, c'est aussi de créer des relations qui vont pouvoir nous servir plus tard. Et non, ils ne vont pas servir right away. Ça se peut, là, non plus. On crée des contacts le soir même, puis qu'on se trouve un emploi, puis ça se peut. Mais il faut toujours peut-être enlever cette pression-là, qu'on va ressortir avec quelque chose de concret soi-même, autre que des relations qui peuvent se créer à moyen, long terme. J'aime beaucoup ce que tu apportes parce qu'effectivement, c'est quelque chose que tu ressens quand la personne a besoin de quelque chose dans ta conversation et c'est extrêmement désagréable quand tu es dans une conversation puis tu as l'impression que la personne est vraiment en recherche urgente de quelque chose ou qu'on termine une belle conversation puis qu'elle passe notre carte d'affaires. Là,
t'es peut-être sans redevable de quelque chose, alors qu'au final, c'est juste enrichir ton réseau puis connaître plus de gens d'une façon un peu genuine, sans trop d'attente, qui fait vraiment des beaux résultats à long terme. Mais il faut être patient, puis ça, c'est difficile des fois pour notre génération. Ouais, ben c'est ça. Puis je pense que aussi, lorsque tu parles avec quelqu'un d'autre, c'est moins de t'intéresser à toi-même puis de qu'est-ce que tu as à gagner, mais plutôt qu'est-ce que l'autre a à gagner dans ces conversations-là. Parce que comme on parlait tantôt, amener de la valeur, c'est le plus important. Puis je pense que dans les réseautages, le plus important pour connecter avec les gens, c'est les émotions. Donc, plus tu permets d'aller parler justement des sujets pas sensibles, parce que c'est pas exactement le terme que je recherche, mais tu sais, parler de la famille, de tes passions, si ça te permet de connecter avec quelqu'un puis que tu réussis à toucher une corde émotionnelle, bien, il y a beaucoup plus de chances qu'elle se rappelle de toi puis qu'elle puisse te pinpoint exactement dans quelle conversation vous étiez dans un point futur. Parce qu'effectivement, c'est sûr qu'il y a des personnes dans les réseautages qui disent que « Ah, je vais aller là puis je ressors avec un emploi, c'est exactement ça mon but ». Mais en général, on est très d'accord, c'est rare que ça se passe parce que les gens ont besoin d'apprendre à te connaître, les gens ont besoin de développer ce lien de confiance. Puis, c'est souvent sur le long terme qu'on le voit. Donc, de votre côté, est-ce qu'il y a une connexion dont vous vous rappelez que vous êtes rencontrés pendant un événement de réseautage ou bien out of the blue, puis c'est pas nécessairement sur le moment même qu'elle a servi, mais beaucoup plus tard? Il y en a beaucoup. Ouais. Moi, de mon côté, j'ai rencontré souvent des gens dans des contextes, mais il y a quelque chose aussi de ma personnalité d'avoir plusieurs projets qui est peut-être relatif à ça, mais je rencontrais souvent des gens dans un projet, puis on gardait une super belle relation, puis je les amenais dans un autre projet un peu plus tard. Puis ça, je trouve ça fabuleux de pouvoir rentrer avec un nouvel angle avec la personne, dire on s'est rencontrés à la chambre, mais au fond, je te vois dans tel événement dans lequel je suis impliquée. Donc ça, c'est une richesse du réseau. Des fois, c'est pas juste de penser à la personne pour le contexte dans lequel tu l'avais rencontrée initialement, d'où l'intérêt de garder la relation avec la personne. Mais un exemple spécifique, je dirais, j'en avais plus au début de ma carrière quand je faisais beaucoup de réseautage. J'avais avant un directeur de création que j'avais rencontré dans le contexte d'un portfolio night où on allait présenter nos choses. Puis mon objectif, c'était justement d'avoir un emploi. Là. C'était vraiment ça. J'arrivais avec mon portfolio. Puis j'avais été très déçue parce que justement, je n'avais pas ressorti de la soirée avec un emploi, ni un stage, ni rien de ça. Mais ça m'a amené à aller prendre un café avec un des directeurs qui était là. Et il m'a dit une des choses qui encore à ce jour me reste. Et c'est je peux pas t'engager, t'es trop une entrepreneur. Puis, à ce jour, je me suis quand même dit, c'est fou d'avoir eu ce conseil-là 10-15 ans avant que je lance mon entreprise, puis que ça s'était aussi fort en moi. Puis tout ça, c'est arrivé d'une simple décision de dire, OK, je m'en vais faire une soirée de réseautage pour rencontrer des directeurs de création puis des directeurs d'agence pour me trouver une job, pour finalement juste me faire dire plusieurs années plus tard que ma voix, c'est peut-être autre chose. Fait que moi, ce serait ça mon histoire. J'aurais aimé que ça soit dans le contexte de la Jeune Chambre. Il y en a eu beaucoup de belles rencontres à chaque fois aussi dans la Jeune Chambre, mais celle-là était significative de par le message, je pense. Bien, c'est sûr. Puis c'était tellement avant-gardiste en tant que tel de dire il y a 10-15 ans. Parce qu'il y a souvent, tu sais, l'entrepreneuriat, je pense que c'est un milieu que tu tombes dedans. Il y a personne qui naît en se disant « Ah, moi, je vais être entrepreneur ». Parce qu'on s'entend, il faut que tu aies une idée de projet derrière. C'est beau dire que tu veux être entrepreneur, mais en quoi? Qu'est-ce que tu vas faire pour avoir ton entreprise, ton idée, ton projet? Donc, je pense que c'est vraiment aussi en rétrospective que tu peux réaliser tout le chemin parcouru pour t'en venir au point où t'en es aujourd'hui. Donc, non, je comprends totalement. Puis toi, Amanda? C'est beau, je savais pas cette histoire-là. Non, je l'avais pas. C'est vrai. Puis vous connaissez depuis l'université, right? Ouais, oui. On est OG 2012, 13, genre. Ah, 2012, oui. Je pense que c'est ça. Déjà. C'est nos 10 ans de graduation l'an prochain, by the way. Je t'en informe. Mais oui, excuse-moi, j'ai un peu perdu mon fil d'idée. Là. Oui, c'est ça. Oui, mais dans le cadre de la Jeune Chambre, c'est ça qui est le fun, c'est que là, ça fait 4 ans, fait qu'on voit beaucoup des personnes qui reviennent, puis je pense que je vais comme un très global, que c'est ces rencontres-là que je trouve qui sont tout le temps très gratifiantes de soit de nouvelles personnes qui cherchent à entreprendre puis à créer un réseau, qu'à des partenaires qu'on voit souvent puis qu'on a tout le temps des super belles conversations puis qui font réfléchir un peu aussi sur notre parcours de vie. Là. Tu sais, moi, j'ai reçu beaucoup de conseils sur le milieu entrepreneurial. Moi, j'ai eu une petite entreprise pendant une couple d'années puis ces conseils-là
ils m'ont beaucoup aidé là, dans mon processus. Fait que c'est tout le temps ces rencontres-là, je trouve, qui sont enrichissantes. Ce qui est le fun aussi d'un réseautage puis qui te sort de ta zone de confort, c'est que souvent, les gens qui t'entourent, ce sont des gens qui ont beaucoup de bagages sur toi. Ils ont peut-être les 12 dernières années. Ouais. Dans le cas d'Amanda, les 10 dernières années de ce qu'était Anne-Marie Fecteau. Mais t'évolues avec le temps. Puis c'est le fun aussi, des fois, d'arriver dans des contextes frais qui prennent la version 2025 de qui tu es avec ce que tu dégages maintenant sans l'historique derrière. Des fois, ça te permet de tester des concepts, ça te permet de tester différentes choses. Puis c'est un bel atout à développer sa communauté puis à sortir out there, se présenter parce que justement, des fois, tu peux avoir un autre angle, à être peut-être une version plus moderne de toi-même. Ouais. Je pense que la seule constante dans la vie, on s'entend, c'est le changement. Là. Oui. Ouais. Tout évolue tout le temps. Donc, je pense que c'est aussi important de rester informé. Aussi de qu'est-ce qui se passe dans le milieu. Donc, s'informer autant sur le monde qui nous entoure que sur les nouvelles technologies, que sur tout ce qui se passe. Puis ça aussi, ça peut être des sujets de conversation dans des événements de réseautage, tu sais. Comme t'es pas nécessairement obligé... En fait, comme tu as dit, Anne-Marie, on se définit extrêmement beaucoup ici par notre emploi. C'est pas qui est-ce que Juliette Normand est, Anne-Marie Fecteau est, Amanda Bertrand est. C'est qu'est-ce que je représente pour mon emploi. Exact. Donc, admettons, quand on va se présenter, la question classique, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais. Mais après, qu'est-ce que tu fais dans la vie en général? C'est difficile d'aller trouver d'autres angles. Donc, aller plus loin que ça, je pense que c'est vraiment important. Puis, on peut tomber dans le small talk aussi, que je sais que extrêmement beaucoup de personnes, en fait, utilisent ça comme argument pour ne pas aller dans les événements de réseautage parce qu'ils disent « j'haïs ça, le small talk, c'est horrible, je sais pas quoi faire ». Donc, je pense que les sujets aussi que vous avez donnés plus tôt, donc la passion, famille, amitié, c'est vraiment pratique. Mais en tant que tel... Attends, là, j'ai perdu le fil de question. Mais je pense, moi, je peux t'aider à rebondir là-dessus. Honnêtement, ce qui est important qu'on n'a pas encore touché, c'est l'empathie puis la capacité de te mettre dans la position de la personne avec qui tu parles. Parce qu'il y a une dualité dans les êtres humains en général. On est extrêmement interpellé par ce qui nous concerne. Exact. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend en communication très tôt là, quand on étudie là-dedans, mais c'est quelque chose qu'on remarque à tous les jours. En tout cas, moi, pour ma part, dans mon métier, dans la communauté, c'est vraiment important que tu te mettes dans la position de la personne qui reçoive ta présentation, qui est devant toi. Qu'est-ce que cette personne-là aurait peut-être envie d'entendre? Qu'est-ce que tu remarques qui la concerne? Tu sais, de toujours ramener le message à comment valoriser la personne devant toi. Et ça, c'est un superpower des femmes que j'ai remarqué qui était très... Les femmes ont une propension naturelle à faire ça, à faire sentir les gens importants autour d'elles. Même si tu es avec une femme qui a un côté peut-être plus narcissique ou égoïste, quand même, c'est sûr qu'elle a vu tout le monde qui était dans la pièce autour de toi, c'est certain. Ce qui n'est pas toujours la même chose du côté des hommes, même s'ils ont plein de qualités, ce côté-là de vraiment voir tout le monde dans la pièce puis d'être capable de regarder une personne, vraiment la faire sentir valorisée. Ça, les hommes et les femmes peuvent autant le faire, mais les femmes, je trouve qu'on a comme cette capacité-là à faire sentir les autres importants et vus. Puis ça, c'est important dans n'importe quelle conversation ou contexte d'affaires que la personne devant toi sente que OK, je me suis sentie big dans cette conversation-là, puis ils vont se souvenir de toi à cause de ça. Puis je peux rajouter aussi pour faire plein de points à qu'est-ce qu'on dit, là, mais c'est beaucoup connecté avec l'humain. Tu sais, je pense que quand on va réseauter, on a comme une grosse pression, là, puis là, c'est comme on dit, il y a un directeur ou un président ou un vice-président, mais on se rappelle toujours que nos soirées réseautage, c'est genre toujours des 5 à 7. Fait que tout le monde a eu sa journée dans son corps, tout le monde est fatigué. Fait qu'il faut juste tout le temps ramener l'humain dans la conversation puis dans nos approches puis dire la personne qui est devant nous, c'est pas être le président de je sais pas trop quoi, mais c'est un humain. Fait que connectons avec l'humain à humain, de relation en relation, d'empathie en empathie. C'est vraiment de tout le temps un peu, pas minimiser la personne, mais de se ramener vraiment à comme, hey, c'est pas... envie de pression, là, moi, je peux juste parler de ma journée avec l'autre personne, puis je veux écouter sa journée, puis écouter qu'est-ce qui se passe dans sa vie, puis, tu sais, en ce moment, je peux... Sujet numéro 1, on parle de la grève STM, tu sais. Est-ce que ça a été compliqué de venir ici pour vous? Ça, c'est tout le temps un meilleur brise-glace, tu sais. C'est juste ça, puis là, ça va partir, là. Là, on a 10 minutes de conversation sur la STM. Tu sais, c'est juste essayer de connecter avec l'humain, puis avec qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens, puis je pense que c'est un des bons points, là.
Puis je pense aussi, justement, on parlait de la propension des femmes à s'intéresser aux autres, puis vraiment de prendre le temps de poser des questions, puis aller vers l'autre. Puis j'avais entendu qu'il y avait une étude qui avait été faite par rapport à lorsqu'on demande à un certain groupe d'hommes ou un certain groupe de femmes à qui ils attribuent leur succès ou à quoi. Les hommes étaient beaucoup plus portés à dire que c'était soi-même, ses compétences et son talent, qu'est-ce qu'il avait fait. Et les femmes, on est plus portées à dire ma communauté, les gens qui m'ont supporté, les personnes qui m'entourent. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant en termes de... Je pense que c'est instinctif, en fait, comme réponse en général. Puis je pense que des fois, c'est sûr qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent dire la même chose, on est d'accord, c'est une généralisation, mais c'est quand même un trait qui ressort juste par une simple question. Oui, absolument. Puis hier, on a un exemple de ça qui nous a fait sourire les deux. Oui. Dans la salle, évidemment, c'était un sommet pour l'entrepreneuriat au féminin, donc c'est une cause qui est principalement féminine. Il y avait des hommes dans la salle. Les femmes au micro ont remercié les hommes de faire partie de cette conversation-là. Elle dit à quel point c'était important. Et j'ai jamais vu le contraire. J'ai jamais vu d'événement où il y avait 3-4 femmes, puis on prenait le temps de dire « Hey, merci mesdames de faire partie de cette conversation-là. C'est important que vous soyez là. » Puis c'est un détail, mais ça m'a accroché de dire « Ah, tu sais, c'est quand même vraiment le fun de voir qu'on est à ce point-là dans reconnaître chaque personne dans le succès d'un événement, dans le succès d'une initiative qui vise principalement les femmes. Mais c'est vrai, puis s'il y a ce travail à faire là, puis qu'on fait avec la Jeune Chambre aussi, c'est d'essayer d'enlever nos propres biais, nos propres habitudes, parce qu'il y a cet exemple-là, puis en même temps, il y avait un autre exemple que de hier soir, c'est que les premiers applaudissements, il y avait un panel, puis il y avait un homme dans le panel. Puis les premiers applaudissements du panel, c'était quand l'homme a dit quelque chose, que tout le monde a dit des choses pas pertinentes, mais là, lui, il dit quelque chose qui était très, très pertinent, effectivement, mais c'est lui qui a les premiers applaudissements de la soirée, tu sais. Fait que c'est comme aussi que nos rapports qu'on a entre nous aussi est tout le temps à retravailler pour voir comment on peut aussi pas se remettre en question, comment on peut plus s'écouter ensemble. Puis ça revient un peu à ça dans nos soirées réseautage puis dans nos liens qu'on a entre nous aussi. Puis je pense que par rapport à ça aussi, aux applaudissements et tout, une chose qu'on veut travailler beaucoup avec les femmes de notre réseau, c'est tout le non-verbal puis l'importance du savoir-être en affaires. Puis il y a des choses en affaires qui est un milieu principalement masculin pendant longtemps, ont beaucoup de valorisation, tu sais, de parler de façon assumée, de prendre une voix qui est plus portante, de prendre l'espace, d'assumer ses propos, de pas dire « je crois », tout ça fait en sorte que souvent, un speech d'impact, puis ça donne que c'est souvent les hommes qui ont ces comportements-là, mais c'est quelque chose qui est juste naturel. S'il y avait une femme qui avait rentré avec autant de force puis de pouvoir sur le stage, probablement qu'elle aurait eu les applaudissements aussi, mais il y a des petits trucs comme ça, des petites quick wins que personne n'enseigne, puis qui, dès qu'on est très, très jeune, on n'a pas du tout la même apprentissage un homme puis une femme. Puis il y a des comportements dans la sphère des affaires que les femmes doivent apprendre pour être successful, puis pour ne pas juste faire du mimétisme de ce que font les gars, mais de juste prendre un leadership assumé dans le non-verbal de la chose, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur à la Chambre. On veut vraiment aller travailler avec des coachs, aller justement parler de ces choses-là, parce que c'est pas vrai que ça fait pas la différence, puis c'est pas vrai que c'est juste quelque chose d'acquis ou d'inné, parce que ça se travaille. Puis doit apprendre cette posture-là, mais doit aussi l'assumer parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ces comportements-là, qui sont prêtes à s'assumer, à prendre leur place. Mais quand on va le faire, tu sais, par exemple, moi, cette semaine, j'avais comme un gros projet, puis j'étais comme un peu la bosse. Mais tu voyez, genre, je minimise un peu comment je dis ça, tu sais. Puis après, tu sais, je suis comme, est-ce que j'étais correcte? Est-ce que, tu sais, comme ça rentre tout dans le doute de, est-ce que j'en ai trop fait? Est-ce que j'ai trop pris de place? Mais dans le sens qu'il faut qu'on prenne notre place, puis il faut qu'on s'assume, puis pas qu'on se remette en question constamment après. Tu sais. Exact. Puis un élément qui est important à mentionner aussi dans ce discours-là, nos événements à la Chambre, c'est des événements super inclusifs, puis on veut faire rayonner les femmes, mais dans la communauté d'affaires. Notre événement qu'on est le plus fier, c'est celui où on avait parlé des alliances entre hommes et femmes, puis que la moitié du public était des hommes, la moitié des femmes, parce que c'est contre notre vision de faire des petits événements entre nous, parler des thématiques entre nous. On veut plutôt amener les femmes à show off, en bon anglicisme, dans les sphères d'affaires pour que
tout le monde puisse être témoin de à quel point c'est une richesse, c'est d'avoir des femmes impliquées dans les communautés d'affaires. Donc, juste pour dire que oui, on observe des différences entre les hommes et les femmes, mais c'est pas dans une vision de l'homme est notre ennemi ou on n'est pas à l'aise avec des hommes sur des panneaux, pas du tout. Mais au contraire, on veut juste que le pouvoir féminin aussi ait sa place, puis qu'on puisse outiller les femmes à être compétitives dans ce milieu-là. Mm-hmm. Ben, tu sais, je veux dire, je pense que votre conversation m'a fait aller sur tellement de choses, mais je pense que la première chose que je voulais dire, c'est par rapport justement aux différences que vous avez vues lors des événements entre, comme Amanda, tu disais, il y a un homme qui a eu les premiers applaudissements dans un panel, puis ensuite il y a une femme qui a remercié les hommes d'être présents à l'événement. Je pense que dans la société, on a été élevés avec certains standards qui font en sorte que nos biais ressortent tellement dans ces moments-là parce que, admettons, nos standards sont tellement, entre guillemets, bas pour voir des hommes dans des événements réservés aux femmes que probablement on a fait « Oh wow, un homme qui est capable de speak up, incroyable, hand clap », tandis que les femmes aussi ont eu tellement de propos pertinents, mais ça stand out moins. C'est comme aussi les femmes qui remercient les hommes ou quoi que ce soit. C'est wow parce que justement, on voit pas ça de l'autre côté. Mais ça devrait pas être le cas, tu sais. Donc, il y a ça. Puis, le deuxième point que je voulais aborder, c'est justement pas l'assertivité, mais la confiance en soi, on va dire. Parce qu'il y a aussi une différence entre quelqu'un qui va parler fort par un manque de confiance et quelqu'un qui parle fort et qui s'assume et qui a confiance en lui ou elle. Ben, elle, dans le contexte dont on parle en ce moment. Mais je pense que, justement, on a tendance à minimiser ce qu'on fait parce qu'on a toujours cette peur de ne pas être assez ou d'être trop ou de jamais fitter dans le moule dans lequel on devrait être, tant qu'il n'y en a aucun. Mais je pense que ce qui compte au final, c'est est-ce que tu es fier de ce que tu as fait toi-même et arrêter de se comparer à tout le monde autour de nous. Parce que aussi, je pense que c'est important de parler avec certitude, confiance, etc. Mais des fois, il y a des personnalités qui sont aussi plus calmes que si, admettons, ça sort trop de leur personnalité. Je pense que des fois, ça peut clasher avec l'image qu'elles veulent avoir. Puis il y a un contexte pour tout. Mais je pense que c'est important d'apprendre ces compétences-là dans des contextes. Puis je pense qu'effectivement, avoir des coachs qui sont capables d'aider les gens, parce que pour les femmes, c'est moins naturel et on a tendance à minimiser nos choses et utiliser notre voix à bon escient. Ben, pas à bon escient, mais savoir optimiser notre voix, c'est beaucoup plus compliqué qu'un homme qui va aller parler en général. Ça, c'est ce que j'ai remarqué pendant des panels, c'est ce que j'ai remarqué dans les réseautages, c'est ce que j'ai remarqué lorsque je parle avec mes amis aussi qui sont absolument incroyables, mais qui se remettent en question en disant « Est-ce que j'en ai fait trop? Est-ce que j'en ai pas fait assez? Est-ce que c'était correct? » Tout ça, et oui, c'est parfait par rapport à toi-même. Est-ce que tu es fier de ce que tu as accompli? C'est ce qui compte dans le moment présent. Puis, en fait, qu'est-ce que tu dis beaucoup, c'est d'être soi-même. Absolument. C'est d'être, un peu cliché, la meilleure version de soi-même, mais la version la plus optimisée de soi-même. Parce qu'il y a aussi, dans les milieux d'affaires, il y a beaucoup de femmes qui veulent justement se changer pour prendre les mêmes comportements que les hommes. Mais c'est pas nécessairement ça qu'il faut faire. Il faut être capable d'être sa propre personnalité, sa propre manière d'être, sa propre personne en affaires, tout en étant soi-même et sans imiter quelqu'un d'autre ou se comparer à quelqu'un d'autre, mais de prendre sa propre place à soi-même. Exactement. C'est ne pas dénaturer ta personnalité, mais être capable quand même d'apprendre qu'est-ce qui fait en sorte que tu trouves quelqu'un de l'air puissant dans une conversation. Que tu sois un introvert, une personne introvertie, pardon, ou une personne qui est extravertie, il y a quand même des cues sociales qui vont faire en sorte qu'on va te mettre dans une position plus importante ou non. C'est des petits détails comme ça qui s'apprennent et qui font en sorte que tu as ça dans ta boîte à outils. Après, tu n'as pas besoin de parler comme ça puis de projeter ta voix. Là. Je veux dire, si c'est pas ton registre, ça va avoir de l'air ultra étrange. Puis là, je voudrais pas être citée dans un podcast pour avoir fait ça. Donc, mais l'idée, c'est vraiment juste de trouver comment tu prends ces trucs-là pour avoir une perception de leader et que tu les adaptes à ta personnalité, à toi. Puis non, c'est pas facile. Puis c'est pour ça qu'on veut aider les femmes à le faire parce qu'il y a tout un côté aussi, tu sais, très... des fois, on parle du côté un peu maternant des femmes, puis de prendre soin qui vient avec le fait qu'on a la capacité de porter la vie. Puis il y a ça qui est en nous très, très présent et qui est aussi beaucoup attendu de nous, qu'on veuille des enfants ou pas, cette espèce de douceur-là. Donc, je crois que ça peut être une force.
mais il faut être capable de la calibrer puis de se dire, OK, c'est ce qui est attendu de moi, d'avoir une certaine douceur, mais est-ce que c'est ce qui est approprié au contexte? Il y a tout ça qui est extrêmement différent à calibrer pour nous que pour les hommes, mais très puissant quand tu commences à t'intéresser à ça. Puis qu'est-ce qui est intéressant dans l'évolution des milieux des femmes en affaires, c'est qu'il y a eu cette période-là où justement les femmes ont senti qu'il fallait qu'ils copient les hommes un peu dans leur approche, dans leurs vêtements. Ils portent des pantalons, des soutes noirs, pas de couleur et tout ça. Il y a toute cette période-là où il a dit pour qu'on réussisse, il faut qu'on fasse la même chose que les hommes. On n'aura pas d'enfants, on va porter du noir, on va parler fort, on va prendre la place comme ça. Puis là, maintenant, j'ai l'impression que, puis c'est ce qui est vraiment le fun, que les femmes peuvent être elles-mêmes dans le milieu des affaires puis être respectées à leur manière. Puis là, j'ai juste l'image de genre Legally Blonde, tout en rose dans le milieu d'avocat, puis d'être la personne qu'on est, tu sais, comme pouvoir être girly pop, puis d'être puissante, puis d'être respectée, peu importe, même si on porte du rose, qu'on parle fort ou whatever, qu'on est respecté pour la manière dont on est. Puis c'est un peu ça qu'on veut essayer de déchiffrer encore et encore plus on n'est pas obligé d'être un seul moule de personnes en affaires qui se ressemblent puis qu'on doit ressembler à ça, puis être trois, puis parler comme vraiment grave, mais qu'on peut être toute cette diversité de personnalités de gens puis d'être aussi successful, je dis le mot en anglais, mais aussi... je m'excuse, je veux le mot en français. Avoir du succès. Oui, avoir du succès. Avoir du succès, puis être respecté, puis réussir à sa propre couleur, puis sa propre personne. Mais ça, c'est aussi du essai-erreur. Donc, c'est pour ça, pour revenir à notre trame là, de réseautage, que c'est vraiment important d'aller dans des univers sociaux puis d'essayer ces choses-là. Tu peux pas les pratiquer toute seule dans ton sol puis te dire hey, « Est-ce que vous me suivez? » Je veux dire, il faut que ça soit dans des contextes sociaux. Puis tu vas le voir, si tu es attentif à comment les gens répondent à ce que tu fais, tu vas le voir si ça sonne faux, si ça te colle pas à toi. Les gens sont très, très, très généreux de leur feedback habituellement non-verbal quand tu commences à comprendre. C'est vrai. Je pense que ça pourrait être honnêtement un épisode complet sur tout justement les cues non-verbaux, analyser les gens, savoir comment parler socialement, les dynamiques sociales. Mais il y a un aspect du réseautage qu'on n'a pas encore abordé, c'est le follow-up. Donc, le suivi après réseautage, comment est-ce qu'on fait pour garder des bonnes connexions? Parce que oui, sur le moment, c'est important, mais après, comment est-ce qu'on les cultive? Bien, ça dépend de ta façon de prendre le contact aussi. Moi, de mon côté, je prends souvent par LinkedIn. Donc, c'est facile après d'aller reprendre la personne pour lui dire hey, « C'était vraiment le fun de t'avoir rencontré. » Dans le contexte de la chambre, c'est encore plus facile, je trouve, parce qu'on a toujours un prochain événement à inviter les gens. Donc, tu sais, c'est de dire hey, « On s'est parlé, viens nous rencontrer au prochain événement. » Et surtout, et même si c'est un partenaire qu'on aimerait avoir dans notre écosystème, ça sera pas on prend une rencontre pour discuter de notre partenariat. Ça sera viens voir ce qu'on fait, viens rencontrer notre gang. C'est vraiment l'approche qui fonctionne le mieux de mon côté. Oui, absolument. Je pense que c'est le truc tout le temps réécrire aux gens avec qui on a connecté sur LinkedIn, leur dire hey, c'est fun de vous rencontrer. Puis nous, dans notre cas, c'est vraiment facile parce que justement, on a un autre événement, mais même si on n'a pas d'autres événements, peut-être voir justement à plus tard, par exemple, il y a un événement un mois plus tard, puis écrire est-ce que vous allez à cet événement-là, cette soirée-là? Est-ce que vous allez être là? En tout cas, j'ai hâte de vous voir. Peut-être inviter à d'autres événements ou continuer à suivre la personne, puis de justement interagir avec la personne, autant sur LinkedIn. Je pense que c'est plus facile aussi de voir, on interagit, on connecte, on parle. Donc, essayer de suivre, de cultiver cette connexion-là en ligne avec la personne jusqu'à ce qu'il y ait un autre événement pour qu'on puisse plus la croiser puis continuer la conversation. Puis je pense que c'est un point vraiment important dans le réseautage, c'est que faut aller à plusieurs soirées réseautage. On ne va pas à juste une, puis on a fait ça pour l'année. Il faut vraiment y aller parce qu'à force de revoir les mêmes personnes, ben c'est là que ces liens-là, ils se créent. La première fois, la personne ne va pas te répondre peut-être que tu dis « Ah, merci d'être venu! Ouais, c'est bon. » Mais la deuxième fois, on va se revoir vraiment « Ben oui, c'est vrai, c'est toi, on s'est vu la dernière fois. » Troisième fois, quatrième fois. Puis ça continue là, puis c'est comme ça que ces liens-là se créent aussi. Ouais. Puis c'est super intéressant de parler de réseautage dans le contexte de soirée de réseautage, mais il y a des contextes de réseautage qui sont des excellents terrains de pratique. Là. Un cours d'université, si tu vas dans ton cours, puis tu n'as jamais parlé à ta voisine d'à côté ou tu n'as jamais parlé à la personne avec qui tu faisais ton travail d'équipe avant d'être avec elle, mais ça, c'est des bonnes façons à ton cours de gym, ton cours de yoga, toutes les gens qui sont autour de toi, qui sont
une communauté, tu as déjà un intérêt commun, mais tu peux pratiquer ton réseautage là-dedans. On dit que le réseautage, c'est les soirées de réseautage, mais c'est beaucoup d'autres contextes sociaux, là. C'est socialisé au final. Oui, c'est un bon point parce que la création de son réseau et sa communauté, surtout quand on n'est plus à l'université, qu'on n'a plus ce contact-là, ce contact forcé un peu de l'école, c'est comment on la crée. Mais on la crée pas seulement les soirées, mais on la crée en s'impliquant. Tu sais, on veut pas, en s'impliquant pendant 4 ans à une chambre de commerce, on a vraiment un gros réseau de gens avec qui on a bâti un projet. Donc, cette création-là de réseau n'est pas seulement dans un 5 à 7, mais se crée à différentes manière, puis d'aller à des endroits où on est en contact plus fort avec des gens dans des clubs de course, des clubs de gym, des cours de danse, du bénévolat. Le bénévolat, ça, c'est une vraiment bonne manière de faire des contacts un peu moins awkward que genre « Puis, est-ce que vous êtes venus souvent ici? » Donc, c'est vraiment, tu sais, de voir la création de réseau d'une manière plus large que simplement un 5 à 7. Bon point. Puis écoute, je vois le temps qui passe. Et il y a une question finale que je pose à toutes mes invitées. Et c'est qu'est-ce qui vous rend fière d'être femme? Je l'attendais. Je l'aime, cette question-là. Ben là, ça va avoir de l'air cheesy, mais c'est ma réelle réponse. C'est notre propension en tant que femme naturelle à vouloir créer puis enrichir des communautés. Je trouve que en tant que femme, on a ça inné en nous de s'intéresser aux autres, puis d'être capable de mobiliser les autres autour de nous à accomplir des belles choses, à leur donner confiance en eux. Cette espèce d'esprit de toujours vouloir voir plus que soi-même chez les femmes, c'est ce que je trouve de plus beau, puis c'est ce dont je suis témoin à la chambre à chaque fois qu'on se regroupe entre nous. C'est ça qui fait en sorte que c'est si riche, c'est qu'on est là pour enrichir la communauté, enrichir la mission, mais on voit beaucoup plus que juste qu'est-ce que ça nous apporte à nous. Puis je pense que ça, c'est le superpower des femmes. Oui, beaucoup dans la sororité aussi. Veux pas, c'est sûr que c'est pas, tu sais, je généralise que la majorité des femmes, on aime ça être en sororité, puis s'encourager entre nous. Mais c'est cette connexion qu'on a que de s'encourager. Moi, il n'y a rien de... Tu sais, à tous les jours, là, quand je vois des femmes qui font des projets, je suis tout le temps tellement fière d'elles. Tu sais, je suis comme... On part de loin, là. Tu sais, on part de loin, puis il n'y a pas si longtemps, il y a 30, 40 ans, les femmes n'avaient pas les mêmes droits qu'on a en ce moment. Puis à tous les jours, notre génération, on brise encore des plafonds de verre, on brise des murs, on est tellement actifs, on est tellement passionnés, on fait tellement de choses, tu sais, en même temps, puis peu importe les milieux, peu importe que ce soit un milieu d'entrepreneuriat ou un milieu de santé ou n'importe quel travail que la personne peut faire, il y a un certain powerhouse. Tu sais, comme on a comme un espèce de pouvoir entre nous, femmes, qui fait en sorte qu'on avance à des grandes vitesses, puis qu'on est passionné, puis qu'on a beaucoup de choses qu'on peut faire en tant que femme. Donc, c'est ce côté-là que je trouve qui me rend tout le temps fière à tous les jours, de comme, croiser des femmes qui font des choses extraordinaires. Puis je suis comme, wow, on est tellement nice. On est tellement... Et venez nous rencontrer. Absolument. Mais honnêtement, c'est tellement des bons points que vous avez amenés, puis je suis extrêmement d'accord. Puis par rapport à la sororité, puis le fait qu'entre femmes, on s'élève, je pense que j'avais lu une étude qui, en fait, disait que, admettons, tu mets un homme... Mettons, tu prends 2 hommes et 2 femmes dans un certain contexte. Lorsque tu mets un homme avec une femme, en termes de niveau de stress, celui de l'homme va descendre et celui de la femme va monter. Si tu mets 2 hommes ensemble dans la même pièce, leur niveau de stress augmente. Et si tu mets 2 femmes ensemble dans la même pièce, leur niveau de stress diminue. Parce que les femmes, en tant que telles, puis là, je me souviens plus comment expliquer d'un point de vue neuroscientifique, mais je sais qu'en tant que femmes, on réussit à faire baisser le niveau de stress. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on réussit aussi bien à connecter entre nous, puis d'avoir cette certaine connexion en tant que telle. Parce que si je rentre dans une pièce et je sais qu'il y a d'autres femmes en général, I know that we've got each other's back. Je sais que je peux toujours compter sur, en général, les femmes qui vont être dans une pièce. Puis c'est comme c'est pas satisfaisant le mot que je cherche, mais c'est comme réconfortant de savoir qu'il y a d'autres présences qui sont là pour toi et tout. Puis je pense que, honnêtement, vous incarnez extrêmement bien les valeurs de la jeune chambre. Puis je suis très, très, très contente qu'on ait l'opportunité de discuter aujourd'hui. Et j'ai très hâte à votre événement de réseautage le 12 novembre prochain. Merci, Juliette, de nous avoir reçus. Merci beaucoup, Juliette.